Votre exposé et cela sera suivi par les questions des parlementaires. Allez-y. Très bien, M. le Président, bonjour. M. le ministre, Mme Saint-Pierre, on connaît les deux ministres, là, très bien chez nous. Donc, ce qui m'a interpellé pour venir vous parler, c'est que j'ai 36 ans environ, pas d'âge, là, mais de couverture journalistique dans le domaine municipal. En fait, j'ai commencé à Sherbrooke en 1960. J'étais étudiant à la faculté de droit de Sherbrooke et j'ai été pigiste d'abord en 60 et en 61, j'étais à temps plein pour la presse à Sherbrooke. Donc, 2 années, ça commence bien la carrière d'un jeune journaliste. Et à ce moment-là, il y avait le maire André, monsieur Nadeau, Armand Nadeau. Il avait coutume de laisser rentrer les journalistes dans les caucus municipaux avant d'aller dans la salle du conseil. On était 3 ou 4 journalistes à Sherbrooke. C'était un grand privilège, ça se fait plus aujourd'hui, ça. On allait au caucus. Et ensuite de ça, depuis 1977, j'ai œuvré dans les journaux communautaires et les journaux commerciaux de la Rive-Sud depuis 1977. Donc, ça totalise un bon montant de... Donc, c'est ça qui m'a amené ici. Parce que j'ai 2 problèmes avec la loi actuelle. L'article 5.2.1 et aussi avec l'article 8. Alors, dans le 5.2.1, ça fait plusieurs fois que moi j'en parle à la FPGQ. Je suis membre de la FPGQ, mais je ne sais pas s'ils en ont parlé lundi, mais je vais vous parler des clubs de golf, des arénas, des complexes sportifs, des marinas et bientôt des aéroports, on ne sait jamais, pour Longueuil, où la disposition est un échappatoire complet pour permettre aux journalistes de faire du travail d'enquête. C'est qu'on nous dit, pour qu'une paramunicipale soit assujettie, il faut 2 conditions. Qu'un élu qui se siège et que les revenus proviennent en majorité des usagers. Bien, à ce moment-là, oubliez les clubs de golf paramunicipaux, oubliez les arénas, tous les équipements municipaux. Et donc, on ne peut pas faire notre travail parce que on n'a pas le droit d'avoir le papier, ces gens-là. Et puis, moi, ma proposition là-dessus, c'est que de dire ceci, oubliez ces 2 conditions-là, dire dès qu'un équipement municipal est propriété de la municipalité, ça devrait être le seul critère. Le seul critère, dès que ça appartient à la ville ou à la municipalité, ils s'en seraient assujettis. Peu importe le mode de financement, peu importe s'il y a des élus ou pas sur le conseil d'administration. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est l'article 8, qui, lui, est assez spécial. Je crois que la FPGQ en a parlé un petit peu indirectement concernant l'indépendance des responsables à l'accès à l'information dans les municipalités ou en général. Mais quand on dit la personne ayant la plus haute autorité au sein d'un organisme public exerce les fonctions que la présente loi confère à la personne responsable de l'accès aux documents, etc. Et puis, cette personne-là, qu'on ne nomme pas en particulier, elle peut déléguer à des fonctionnaires. Mais savez-vous, dans le milieu municipal, c'est qui la personne ayant la plus haute autorité? Le savez-vous? Le maire. Alors là, c'est là que le problème se situe, parce que, d'une part, il y a un problème de confidentialité. Ben, en fait, il y a 2 aspects à ce problème-là. Premièrement, est-ce que le maire ou la mairesse, en tout cas, peu importe, qui exerce la décision de donner un document ou pas? C'est politique, ça. Puis deuxièmement, il y a le problème de la confidentialité. Est-ce que c'est écrit quelque part dans la loi actuelle que les demandes d'accès à l'information dans les municipalités, est-ce que c'est confidentiel ou si ça apparaît sur une liste qui s'en va au bureau du maire? Alors là, il y a un gros problème parce que dans le contexte qu'on vit présentement, c'est assez bizarre que ce soit le responsable politique de la ville qui décide ou pas, c'est en dernier ressort. C'est sûr que dans les grandes villes, c'est délégué à des fonctionnaires, mais il faudrait trouver un système où la personne responsable de l'accès, c'est une personne indépendante, si on peut dire, comme le greffier. On ne met pas un greffier dehors à la moindre incartade, hein, c'est comme les directeurs généraux. Il faudrait qu'il y ait une façon quelconque que je ne connais pas encore. Là. Il faudrait que les légistes se penchent là-dessus pour dire la personne une telle, dans l'appareil municipal,
ça peut être un ombudsman d'information, en tout cas, peu importe son titre, mais que cette personne-là soit irrévocable, puis avec aucune possibilité de l'influencer politiquement pour décider si un document est d'ordre public ou pas. Alors, ça termine mon cours exposé parce que j'avais 5 minutes, je pense. Ça va. Alors, Monsieur le ministre des Institutions démocratiques, la parole est à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'aimerais vous remercier, Monsieur Giroux, d'être parmi nous aujourd'hui. Normalement, Monsieur le Président, je l'appelle tout simplement Maurice parce qu'il vient de Longueuil et disons que ça lui arrive de couvrir certaines de mes activités. Mais là, dans ce cadre très formel dans lequel nous sommes, ce sera Monsieur Giroux. Alors, je dois vous dire, ça fait tout près de 40 ans que Maurice Giroux travaille dans le domaine du journalisme en milieu communautaire, milieu local, régional. Alors, je vous salue. Je salue la contribution que vous avez faite au journalisme, disons le journalisme régional, et la contribution que vous avez faite également à notre communauté. C'est très précieux, Monsieur le Président, les médias communautaires. C'est très, très précieux parce qu'ils parlent de la réalité dont ne parlent pas les grands médias nationaux. Et c'est important d'avoir des journalistes qui creusent, qui questionnent, qui bousculent un peu parfois, qui nous remettent en question, mais qui parlent beaucoup de notre réalité et qui informent les citoyens de nos communautés sur leur réalité. Et Maurice Giroux est l'une de ces personnes. Ça ne veut pas dire qu'il fait plaisir à tout le monde, Monsieur le Président. Au contraire. Mais c'est un homme, à mon sens à moi, profondément intègre, qui fait un travail admirable dans notre communauté. Alors, je vous salue. J'ai pris bonne note des 2 propositions que vous faites. Je suis un peu estomaqué, je dois dire, par la deuxième. Je n'avais pas réalisé qu'effectivement, avec le libellé actuel, on pouvait se retrouver dans une situation où c'est le maire ou la mairesse qui doivent décider si le document est libéré ou pas. Je dois admettre que ça pose un réel problème. Je peux vous assurer qu'on va très certainement réfléchir très sérieusement à apporter un correctif à cette situation-là. Dans les petites municipalités, j'imagine, je réfléchis à voix haute, j'espère que mes collègues ne m'en tiendront pas rigueur, mais je pense que ça pourrait être par exemple le secrétaire ou la secrétaire de la municipalité. En général, même dans les petites municipalités, il y a un secrétaire ou une secrétaire qui joue un peu le rôle de greffier, effectivement. Peut-être qu'il faudra regarder ça dans ce sens-là. Je suis un petit peu curieux par rapport à la première, par contre. Je vois la distinction que vous faites. Est-ce que vous avez été confronté? Est-ce que vous avez voulu, à un moment donné, savoir des choses sur des équipements paramunicipaux comme ça, pour lesquels vous n'avez pu obtenir d'informations? Et je vous permets, en même temps, si vous le souhaitez, d'élargir un peu votre réponse pour nous éduquer un peu sur l'importance des médias communautaires dans la couverture journalistique régionale. Si vous souhaitez le faire, c'est le bon moment parce que vous êtes le seul intervenant que nous allons entendre qui va nous parler de cette réalité qu'est le journalisme régional, qu'est la réalité des médias communautaires. Donc, pour les corporations paramunicipales, c'est évident qu'on ne peut pas avoir les livres, les procès-verbaux de Marie, ne veut pas nommer celle de Longueuil. Là. Ça vaut pour tout le Québec. Là. On n'a pas les procès-verbaux, on a peut-être les états financiers, c'est dans le périmètre comptable du vérificateur général, du vérificateur de la ville, s'il y en a un. Club de golf, complexe sportif, complexe culturel, la question des aéroports aussi, il y a des aéroports municipaux. Alors, c'est évident que tous ces organismes-là, le financement vient des usagers. Donc, la condition est caduque là, on n'a pas le droit à rien. Dans certains cas, on a le droit aux états financiers une fois par année, mais on n'a pas le droit au procès-verbaux, on n'a pas le droit au contrat. Entre nous, là, depuis des années, c'est un nid de patronage, le plus souvent. C'est des corporations paramunicipales. Parce qu'ils sont à l'abri de tout, là. Ça ne veut pas dire que ce pas des bonnes personnes qui y siègent, là. Mais nous, on n'a pas accès à ça. Et ça nous empêche de faire notre travail de ce côté-là. Donc, c'est très facile de décider, de dire que dès qu'un équipement est public, ou d'intérêt public, de propriété publique, à ce moment-là, il faut qu'il soit assujetti à la loi. Et il me reste, dis-je bien, très peu de temps
prenez le reste du temps, il en reste pas beaucoup, je vous préviens, pour nous faire un portrait rapide de la situation des médias communautaires dans le milieu où vous œuvrez, là, Longueuil, Rive-Sud de Montréal. En fait, je vais me contenter là, de l'agglomération de Longueuil, parce que Médias Sud couvre l'agglomération de Longueuil. Mais je vais vous dire qu'il y a des choses, il y a tellement d'organismes à couvrir qu'on est en pénurie de journalistes, même s'il y a 14 médias dans l'agglomération de Longueuil, dont la moitié dans la ville-centre, puis l'autre moitié dans les villes défusionnées, les villes liées qu'on appelle, et puis vous en avez 5 dans votre comté, Monsieur le ministre, de ces médias-là, toutes catégories confondues. Mais malgré le fait que le nombre est là, la semaine prochaine, par exemple, c'est la Black Week, c'est la semaine des conseils de ville, la ville-centre, l'agglo, les 4 villes défusionnées, les 3 arrondissements, tout ce monde-là quasiment le même soir. Alors, même si on est 14 médias dans le territoire, on peut à peine, on perd le souffle d'être présent à chacune de ces conseils d'administration-là. Puis si on ajoute aussi le conseil d'administration de la CAI, du CLD, du développement économique, peut-être prochainement d'HL aussi, l'aéroport de Saint-Hubert, on est rendu à 22 organismes qui s'est assujetti à la loi d'accès. C'est une grosse commande. Il y a aussi 3 commissions scolaires, 2 CSS et 2 cégep. Donc, en tout, ça fait 22 institutions d'intérêt public que les journalistes de la Rive-Sud de l'agglomération de Longueuil ont à s'occuper. Puis, ne posez pas de jugement sur la façon dont on se tire de l'affaire. C'est assez difficile. Donc, un manque de ressources journalistiques, mais il y a beaucoup d'intervenants. Donc, sur les 14 médias, il y a seulement 4 médias communautaires. Les autres, des médias commerciaux, ils font ce qu'ils peuvent. Tout le monde fait ce qu'il peut, ce qu'on peut, mais c'est pas suffisant. On n'a pas la force d'opération face à la force des structures en place. On pourrait, en conclusion, on pourrait comprendre, de par vos propos, qu'une loi d'accès qui vous permettrait d'obtenir davantage de documents, davantage d'informations sur ce que vous devez couvrir, vous faciliterait la tâche, vous permettrait de mieux couvrir le territoire, parce que, justement, vous pourriez, à travers la loi d'accès, aller chercher de l'information qui vous permettrait, dans le fond, de couvrir plus de terrain, d'aller chercher plus d'informations à caractère public. C'est ça, hein? En résumé, de là l'intérêt public d'y réfléchir très sérieusement, parce que si vous nous dites c'est beaucoup un problème de temps, de gestion du temps, de pouvoir assister à toutes ces rencontres-là, à tous ces événements-là, de pouvoir, en plus, d'aller chercher l'info à travers la loi d'accès, ce serait une utilisation, disons, plus efficace de votre temps journalistique si vous pouviez obtenir ces informations-là par l'entremise de la loi d'accès. En fait, dans la plupart des organismes d'intérêt public, ils sont disponibles, les documents. Mais là, c'est une question de charge de travail. C'est pas la faute de la loi d'accès. C'est parce que on est dans une grande ville, une agglomération de 400 000 habitants, et la tâche est énorme. Si, en plus de ça, on a des empêchements d'avoir accès à certains types de documents, dont les paramunicipales, bien là, ça complique la situation. On peut pas faire faire ce qu'on aurait à faire. Alors, merci, M. Giroux. Nous allons poursuivre avec l'opposition officielle et je vais donner la parole à Mme la députée de l'Acadie. Bien temps de nous sauter. 5 minutes. Alors, merci, M. Giroux, d'être parmi nous ce matin. Ça me fait un grand plaisir, moi aussi, de vous rencontrer parce que j'ai eu l'occasion de vous croiser à plusieurs reprises et c'est toujours un plaisir et vous faites votre travail de façon remarquable avec beaucoup. Vous êtes encore très, très actif et c'est très agréable de vous rencontrer. Je suis très heureuse d'entendre les propos du ministre concernant les médias communautaires et l'importance des médias communautaires au Québec. Ce sont des organismes qui sont majeurs dans l'information locale et régionale, l'information de proximité. Et j'ai eu l'occasion de le voir lorsque j'ai fait la tournée
de consultation partout au Québec à quel point les médias communautaires ont de la difficulté à obtenir de l'information et sont vraiment des enfants pauvres et la loi leur donne pas tous les outils dont ils auraient besoin. Alors, c'est très important. Et j'espère aussi que mon ancien collègue qui a pratiqué le métier de journaliste va parler à son collègue au Conseil des ministre de la Culture, qui a décidé de couper l'augmentation de budget que nous avions accordé dans le budget Bachand aux médias communautaires. Et ça, c'était pour moi très, très important de faire cette bataille-là auprès du ministre Bachand. Le ministre Bachand avait accepté d'augmenter les budgets des médias communautaires et malheureusement, cette augmentation-là a été abolie par le collègue du ministre. Alors, je souhaite que le ministre parle à son collègue de la Culture. C'est un cri du cœur que je lui lance parce que votre travail, il est essentiel, il est important, il est vraiment majeur. Et je sais que les médias communautaires ont de la difficulté à avoir de l'information lorsqu'ils sont sur le terrain parce que souvent, les municipalités vont les regarder un peu, ou les organismes vont les regarder un petit peu de travers en leur disant, peut-être qu'on donnera l'entrevue à un média qui va être un peu plus fin avec nous, ou qui va être un peu plus complaisant et tout ça. C'est vraiment le portrait que vivent les médias communautaires. Sur la question de la loi, je pense que vous avez une expérience pour nous dire aujourd'hui, comme on dit en anglais loud and clear, l'importance de rouvrir cette loi-là et de refaire une refonte de la loi qui a 30 ans est vraiment aujourd'hui quelque chose d'essentiel, important. C'est ce qu'on comprend de votre message. Je constate que vous êtes d'accord au moins là-dessus. Je suis pas d'accord. Moi, je pense qu'on le constate. Et je suis un peu déçue aussi qu'on n'ait pas davantage des organismes qui représentent les médias communautaires on les verra pas à cette commission-là. Alors, j'espère je leur dis, faites parvenir vos messages, ils vont certainement être entendus. Ces messages sont envoyés par rapport à la désuétude de la loi d'accès à l'information. Évidemment, on approuve, on est d'accord avec ce que la FPJQ a déposé comme mémoire, là. Mais moi, j'ai voulu donner une spécificité locale et régionale très pointue. Donc, on espère qu'il va y avoir quelque chose de fait de ce côté-là. Parce qu'on ne le réalise pas, mais il y a 160 médias communautaires au Québec. On parle de médias écrits, on parle de radio, on parle de télévision, on parle de web. C'est vraiment une force très, 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 très importante. Et c'est un outil d'information et ça amène une diversité des voix. Et c'est important dans une société libre et démocratique d'avoir une diversité des voix en termes d'information. C'était mon petit éditorial d'aujourd'hui. Madame Saint-Pierre, je peux passer commercial aussi, c'est que Média Sud Inc., c'est un nouveau média web seulement, et on est en attente d'une reconnaissance officielle du PAMEC, le Programme d'aide aux médias communautaires, parce qu'on est une nouvelle bébite dans l'affaire. On n'est ni presse écrite, ni presse parlée, ni télévisuelle, mais on est transversal. Et Mediasud.ca a aussi un volet économique pour l'économie sociale, donc on attend d'être reconnu parce que depuis 2008 que Mediasud existe, on marche avec notre propre pouvoir, comme on dit, avec les commandites des députés, des commandites pour les fêtes de Noël, des choses comme ça, mais on n'a pas de fonctionnement à la base, donc je pense que le ministère, que ce soit sous votre gouverne ou l'actuel, est encore avec le principe. On a hâte de voir c'est comme le vin nouveau, le PAMEC nouveau, qu'on nous permettait pour le mois de mars. J'espère qu'il y a quelque chose pour des gens comme nous, parce qu'on est le seul au Québec, il y en a peut-être un à Sainte-Hyacinthe, où c'est un journal web uniquement. C'est pour cette raison qu'il y a eu une augmentation du budget, parce que le programme était limité, et pour ouvrir le programme aux médias qui sont sur Internet. Et c'est pour ça qu'il y a eu une augmentation, qu'il y avait eu une augmentation de budget d'accordé pour permettre d'entrer, de moderniser le programme. Alors, je vous remercie. Nous allons poursuivre avec le représentant du deuxième groupe d'opposition et je vais donner la parole à M. le député de Lévis. Merci, M. le Président. Alors, moi, je suis content de vous rencontrer. C'est la première fois. Alors, mais je suis certain que les commentaires de mes deux collègues sont applicables. Alors, merci d'être là. Moi, j'aimerais vous entendre rapidement, parce que j'ai pas beaucoup de temps, sur le lien de ce que vous venez de dire. Vous venez de dire, en fait, les exclusions du municipal font en quelque sorte que ce que vous trouvez où il y a des
potentiels d'intérêt, d'information sont exclus. Hein? C'est ça que vous avez dit. Puis, dans les corporations paramunicipales. Pas la municipalité elle-même, mais des bébelles qui sont créées autour. Là. Puis en passant, lorsqu'on a entendu parler d'un OSBL pour gérer l'amphithéâtre de Québec, il dit qui va être membre de l'OSBL, qui va gérer ça? C'est là qu'il venait C'est incroyable. Là. Ben, je trouve ça intéressant parce que là, je ne veux pas nommer de cité, mais on voit des municipalités où il y a des allégations de corruption. Ils se font souvent dans ces organismes-là. Puis l'aréna que vous venez de dire, là, on en a partout un petit peu de ça au Québec. Donc, c'est ça que je voulais bien comprendre, c'est que les cas, je dis, de collusion potentielle, c'est un peu ça que vous dites, assurez-vous qu'on enlève ces exemptions-là pour qu'on puisse aller voir, parce que Dieu sait qu'il y en a eu, puis je suis pas juste à Montréal même, il y en a eu un petit peu. C'est ça qui est votre point? À la mesure où la loi dit actuellement que si les revenus de l'organisme sont majoritairement du public et non pas de la municipalité, ils sont automatiquement exclus. C'est marqué dans la loi, là. Là, je fais juste penser à quelques cas qu'on a entendus un petit peu partout récemment dans la dernière année. Là, il y en a peut-être pas mal qui s'appliquent à ça. Là. Je trouve que votre point, puis merci d'avoir sensibilisé notre groupe à ça. Je pense que c'est avec tout ce qu'on entend à Montréal et ailleurs. Là. Merci beaucoup, c'est très clair. Alors, M. Giroux, je vous remercie beaucoup pour votre présentation et je vais inviter les représentants du Centre for Law and Democracy de venir se joindre à notre table. Je vais suspendre quelques instants.